Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ceux qui suivent ces vidéos depuis le début de la semaine savent que nous sommes dans notre semaine de la détente. Nous allons parler moins de politique et plus de choses agréables et sur lesquelles nous avons un minimum d'emprise puisque la politique nous échappe. Quoi qu'on fasse, le mal est toujours élu et réélu. Macron est réélu, le camp national est divisé, pulvérisé derrière sa médiocrité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à part changer le disque? Parce que c'est un péché que de jouer un disque rayé. Donc je voulais vous parler de cinéma aujourd'hui, cinéma classique. Voilà, il est hors de question qu'on parle de ce cinéma français qui apparaît au César, ce cinéma qui fait partie d'une maladie mentale plus que d'un art à part entière. On dirait que c'est un art qui a été fait dans un champ dans un asile psychiatrique. Bon, donc je voulais vous parler du premier film, d'un des premiers films de Hollywood consacré à la question homosexuelle, qui s'appelle Soudain l'été dernier. Donc c'est un film qui a été adapté d'une pièce de Tennessee Williams, film de 1959 en noir et blanc avec Montgomery Clift, Liz Taylor et, si ma mémoire est bonne, Catherine Hepburn. Film extraordinaire et qui est fait tout en évocation, tout en non-dit, tout est implicite et pourtant tout est explicite, tout est puissant. C'est un film qui raconte le calvaire d'une femme, une jolie femme, Liz Taylor évidemment, qui a été mariée à un homosexuel très riche et qui a voulu l'utiliser comme un appât pour attirer les jeunes hommes, adolescents, jeunes et faibles, pour qu'il ait des relations avec eux. Et on apprend dans le film qu'avant, il utilisait sa mère comme un appât, mais sa mère étant devenue une femme âgée, l'appât ne marchait plus, d'où son mariage. Et la nana, et ce monsieur, qui s'appelle Sébastien, qu'on ne verra jamais. L'homosexuel n'était pas représenté, on ne le verra jamais. Il a été mort, il a été assassiné, lynché dans un pays latin. Est-ce les Caraïbes, ou est Cuba, ou est-ce un pays d'Europe du Sud? En tout cas, il a été lynché dans un pays latin par les mêmes éphèbes qu'il voulait chercher, qu'il voulait consommer. Lynché sous les yeux de sa femme, qui en a gardé un traumatisme absolument incroyable, et Montgomery Clift, le médecin psychiatre, était chargé de la soigner. Au passage, Montgomery Clift la commande qui a été passée à Montgomery Clift, le médecin psychiatre, c'était de la lobotomiser. Donc on est en 1959, et la lobotomie était une technique légitime de la médecine. Donc là, je fais un clin d'œil aux covidistes, qui nous ont emmerdés pendant 2 ans en nous disant que la science a le dernier mot, la médecine a le dernier mot. Ben, je dis heureusement qu'elle n'a pas eu le dernier mot sur tes grands-parents, sinon ils auraient été lobotomisés, ils ne se seraient pas souvenus de te concevoir. La lobotomie était une technique comme une autre. Donc au-dessus de la médecine, il y a quelque chose. Il y a deux choses. Il y a Dieu, pour ceux qui croient, et il y a l'éthique. D'accord? Je rappelle ça à Pfizer, à BioNTech, je ne sais pas quoi, là, à AstraZeneca, je rappelle ça au laboratoire, je rappelle ça aux milliers de pharmaciens français qui ont mis le voile, ils ont mis la burqa du pas vu, pas pris durant la pandémie pour juste facturer. Je dis ça à l'ordre des médecins de France. Les gars, au-dessus de la médecine, au-dessus de la science, au-dessus du CNRS, au-dessus de Pfizer, il y a Dieu et il y a l'éthique. D'accord? Donc, rappelez-vous du calvaire des homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale qui étaient soumis à des traitements aux électrodes, ils étaient électrocutés. Enfin bon, tout ça c'était fait au nom de la science. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle le DSM, c'est un catalogue des maladies. Jusqu'aux années 80, je crois, l'homosexualité est une maladie. C'est scientifique. Les médecins disaient que l'homosexualité est une maladie jusqu'aux années 80. Donc attention, je ferme la parenthèse. Je dis ça aux covidistes et covidios. Les gars, calmez-vous et faites votre mea culpa. Faites-le en cachette, pas la peine d'avoir le... Je sais que vous n'aurez pas la décence et l'honneur de venir nous demander pardon, mais puisse ce film-là vous inspirer un peu d'une remise en question. Et sachez que la remise en question, l'humilité élève, elle ne rabaisse pas. Ce qui rabaisse, c'est l'imbécilité et la corruption. Donc je viens de résumer notre système dominant, ceux qui nous gouvernent, imbéciles et orgueilleux. Bon,
Donc, revenons au film. Soudain l'été dernier, c'est un des premiers films d'Hollywood sur l'homosexualité, un film qui montre ce qui aurait pu être montré dans les années 50. C'est-à-dire que l'homosexualité, c'est mal. C'était le seul message possible. C'était le symbole de la mort, du lynchage. Voilà. Et à l'époque, dans les années 50, ce sera ma conclusion, il y avait la Ligue de la Vertu. C'était des catholiques américains, des puritains, qui avaient monté un lobby pour obliger les Hollywood à ne pas montrer l'homosexualité, la pornographie, l'ultraviolence, et pour codifier certaines choses qui aujourd'hui sont banales, comme le baiser. Embrasser quelqu'un, c'était interdit, puis quand ça a été toléré, c'était quelques secondes. Il n'y avait pas de loi contre le... Bon, il y avait une loi contre la pornographie, contre l'indécence à l'écran, mais il n'y avait pas de loi contre le baiser à l'écran. Et le lobby de la Ligue de la Vertu, il a menacé Hollywood, il leur a dit, soit vous faites votre autorégulation, vous vous censurez vous-même, soit on va au Congrès à Washington et on fait une loi. Hein, ça ne vous rappelle pas des lobbies d'aujourd'hui? Et donc Hollywood s'est autocensuré, comme Twitter s'est autocensuré aujourd'hui. Voilà. Comme Netflix aujourd'hui, hein, c'est a son propre code moral qui travaille pour certaines minorités. Donc à l'époque, les méchants, c'était les catholiques, la Ligue de la Vertu, qui a déshydraté le cinéma, parce qu'un baiser, quand même, c'est fort. Enfin, certains baisers ont un effet dramatique. Aujourd'hui, nous avons le lobby du poétiquement correct, je ne citerai pas ses principaux affluents, mais vous voyez de qui je veux parler, qui aujourd'hui oblige, enfin, qui soumet les producteurs au terrorisme intellectuel. C'est soit tu fais ce que je veux, soit je te coupe les, soit je te boycotte, soit jamais Sleeping Giant derrière toi, enfin, à tes trousses, et ainsi de suite. Comme quoi, il y a toujours une part sombre dans toute génération, dans toute époque, il y a une part sombre. Il y a toujours des gens qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas d'imagination, qui n'ont pas de sens esthétique, mais qui compensent cela par la méchanceté. Ce sont les gens qui censurent, sont les pères la morale. Jadis, c'était la Ligue de la Vertu, catholique. Aujourd'hui, ce sont des lobbies d'orientation sexuelle ou je ne sais quoi. Mais c'est la même chose, c'est la méchanceté. C'est des gens qui n'ont pas de talent, qu'ils compensent en castrant ceux qui ont du talent. Voilà ce que je voulais vous dire. Regardez Soudain l'été dernier pour voir ce qu'était l'art occidental à l'époque, avant la chute. Quand, avec le noir et blanc, quand avec l'évocation, nous arrivions à toucher profondément le sublime et toucher profondément l'inconscient humain et des questions sociales qui sont universelles. Parce que l'homosexualité a toujours existé dans toutes les cultures, dans tous les âges, toutes les époques. Et là, nous avons fait un grand progrès en Occident en la banalisant. Mais il y a des gens qui meurent toujours à cause de l'homosexualité, au Rwanda, au Kenya, tout ça. Bon. Mais Amnesty International, les grands lobbies ne veulent pas chercher des noises à Kagame, au gouvernement kényan, ou au gouvernement du Qatar, où il y aura la Coupe du Monde. Ils préfèrent faire campagne à Paris, devant Matignon, en bas de la Tour Eiffel, parce que effectivement, c'est plus tranquille. À demain.